Comme une évidence, le podcast des gens qui changent de vie, ou peut-être des gens qui adaptent leur vie à leur envie. Découvrez ici les témoignages de personnalités dont l'activité est publique et à laquelle vous pourrez accéder facilement via les liens mis à disposition dans chaque épisode. Leurs témoignages introspectifs sont aussi des occasions de partager des aspects pratiques et documentés de leurs expériences. Quelle formation a-t-il suivi ? Comment s'est-elle rémunérée ? Comment a-t-il concilié vie perso et transition professionnelle ? Vous entendrez, j'en suis certaine, des parcours inspirants pour peut-être vous aussi, un jour, adapter votre vie à votre envie. Dans cet épisode, j'aimerais vous faire découvrir le parcours d'Augustin Denoux, aujourd'hui crémier fromager, Bienvenue. hier juriste. Ça va ? J'ai discuté avec Augustin dans un appartement situé au-dessus de sa boutique à Boulogne, à la fois lieu de stockage et salle de pause pour Du l'équipe. point du jour, escudier, où Autour on d'un vend, café et plein de belles verres d'eau, choses. nous y avons parlé de ses études de droit, de sa révélation, disons même, de son engagement pour les fromages, du sens qu'il met dans son métier et partage avec ses collaborateurs. Un témoignage personnel et aussi pragmatique pour partager son expérience de la façon la plus précise mais aussi la plus utile. Ah oui, Augustin n'est déjà plus seulement crémier fromager. Il a écrit plusieurs ouvrages sur les fromages bien sûr. La vie continue, égale à elle-même. Danse. Aujourd'hui, tu es à la tête d'une ou peut-être deux fromageries, tu nous en diras plus tout à l'heure. Tu vis à Pantin et ce qu'on aimerait savoir, c'est quel est le parcours qui t'a permis d'arriver jusqu'à-là. J'ai eu la chance de faire des études de droit. Ces études, je les ai faites dans ma région, à Angers, et j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça passionnant de pouvoir suivre ce cursus-là. En parallèle de mes études de droit, j'ai travaillé sur les marchés. Donc ça, c'était véritablement une activité purement pécuniaire. Petit job d'étudiant, Exactement, ouais, job étudiant, et j'avais postulé dans plusieurs endroits sur les marchés, et une personne qui m'avait recontacté était crémière fromagère. Moi, j'aimais le fromage, mais sans plus, hein, c'était vraiment une habitude que j'avais eue avec ma mère lorsqu'on faisait, pareil, les marchés le week-end. Enfin, c'était tout à fait lambda, mais c'est quelque chose qui permet d'avoir une certaine acculturation à ce que c'est que bien manger, aller faire ses courses à un endroit de bouche. Donc j'étais habitué à ça, et j'avais eu à cœur de justement travailler dans cet univers qui me plaisait. Et j'ai commencé en tant que crémier sur les marchés, donc j'y allais tous les mercredis, tous les samedis matins. C'était super, j'aimais beaucoup l'ambiance, j'aimais beaucoup me lever tôt et puis mettre en place l'étal. Ça c'était passionnant, assez harassant en plus des études, mais franchement c'était à chaque fois un moment de plaisir. Donc c'est là où j'ai eu un premier contact avec les métiers de bouche, mais qui était vraiment un contact épisodique et simplement le week-end, c'est tout. J'ai continué mes études, j'ai terminé, j'ai validé un Master 2 en droit, et particulièrement dans tout ce qui était droit international humanitaire, donc c'est tout ce qui concerne un peu les conflits armés, comment mettre du droit à un endroit où il n'y en a pas beaucoup, typiquement un conflit international, ou pas international, mais en tout cas un conflit. J'ai trouvé ça passionnant, j'aimais beaucoup, j'ai travaillé un petit peu au ministère des Armées dans tout ce qui était recherche autour du droit international, notamment tout ce qui était la mise en place de la Cour pénale internationale, comment la France se positionnait vis-à-vis de ça, comment on acceptait les règles imposées par la Cour pénale internationale, le statut de Rome et tout. Je trouvais ça passionnant, j'ai fait des sujets de mémoire là-dessus. Mais le milieu de l'administration, c'était un milieu qui est extrêmement intéressant, complexe, mais moi qui ne me convenait pas. C'était pas un univers dans lequel je m'épanouissais personnellement. C'était très intéressant intellectuellement, mais personnellement, c'était pas mon univers. Ça me correspondait pas. Donc ça, j'ai mis de côté, et puis j'ai fait un stage ensuite dans un univers un peu différent, qui est la maison d'arrêt de Fresnes. Donc à Fresnes, j'étais au sein d'un point d'accès au droit. Donc le point d'accès au droit, une fois de plus, c'est un peu de mettre du droit là où il n'y en a pas beaucoup, et permettre aux personnes détenues de pouvoir poser une question, non pas à leur avocat, puisque nous, on n'avait pas une mission de conseil, on avait une mission d'information sur tous les sujets qui pouvaient les concerner, hors dossier pénal.
leur dossier pénal, c'était avec leur avocat, et nous, on traitait tout ce qui était la vie, que ce soit la vie de famille, que ce soit si c'était des personnes étrangères qui étaient en régularisation, des gens qui avaient des questions sur oui, mais je souhaite me marier, comment je peux me marier en détention, j'ai des problèmes au niveau de la Banque de France, comment je peux faire pour mon dossier de surendettement. Enfin bref, ça c'était très chouette, moi j'ai beaucoup aimé, puis le milieu carcéral, je serais ravi, euh, je trouvais ça normal si chaque personne française pouvait visiter une prison. Et je trouvais ça très chouette que les gens se rendent compte de qu'est-ce que c'est qu'une tôle en fait, qu'est-ce que c'est que passer 22 heures sur 24 avec deux personnes dans 9 mètres carrés. Voilà, c'est toujours. Je trouve que c'est essentiel de savoir ce qu'il en est avant d'émettre le moindre jugement, au moins de pouvoir euh, se rendre compte. Donc ça, c'était très bien, c'était au sein avec des gens qui sont donc conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, CEPIP, qui est une profession passionnante. Mais, il y a un mais, j'ai trouvé ça passionnant, et pour autant, euh, j'ai très vite senti un plafond de verre en me disant, si je deviens juriste à 100% au sein de cette association, ou bien conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, euh, très vite, je vais arriver dans un poste où j'aurai très peu de perspectives d'évolution, et mon caractère fait que, non pas j'ai une aspiration à évoluer tout le temps, mais je me suis dit, très vite, je vais tourner en rond, et ça va me gonfler. Donc la possibilité qui s'offrait à moi, c'était de devenir avocat. Donc avocat, donc c'était la suite logique de mes études, du parcours, de mon parcours personnel, et puis de mon entourage aussi proche. Euh, Avocat, c'est très bien, c'est un métier pour lequel j'ai beaucoup de respect, d'affection, euh, mais qui nécessite, pardon, à mon avis, une flamme indispensable pour pouvoir absorber des situations de vie qui sont extrêmement lourdes, et justement d'avoir ce rôle de conseil. Ce rôle de conseil et de s'engager auprès des personnes que l'on défend. Et moi, je suis on ne peut plus admiratif des gens qui peuvent exercer ce métier dans des cadres tels que le pénal, le social, le droit des étrangers. Je trouve ça merveilleux. Mais pour moi, c'était trop lourd. J'avais pas la capacité personnelle de pouvoir faire ça et de pouvoir absorber ce que les gens allaient me mettre entre les mains. Ok, très bien. J'ai pas envie de devenir avocat. J'ai pas envie de devenir juriste en droit d'accès au droit, en point d'accès au droit, pardon. J'ai pas envie de devenir diplomate parce que s'il y a bien une qualité que je n'ai pas, c'est la diplomatie. Donc, de fait, où est-ce que je vais? Et on est parti avec Marion, on est parti en voyage en Écosse pendant quelques semaines. On a marché, c'était très chouette. Marion, c'est ta compagne. Marion, c'est ma chère et tendre, ouais. Et elle est avocate. Et donc, elle, euh, elle a cette flamme. Donc avec Marion, vous partez en... On part en Écosse. On part en Écosse, c'était en 2000, c'était il y a tout juste 10 ans, c'était en 2013. On part là-bas, on marche, c'était très chouette, sac à dos, machin. Et le soir, la chose qui me manquait le plus, c'était véritablement de partager un bon morceau de fromage. Je me suis dit, c'est quand même marrant que j'ai cette espèce de manque gustatif total. Parce que bon, l'Écosse est connue pour beaucoup de choses, mais pas pour ses fromages. Et sa gastronomie en règle générale. À part la panse de mouton, c'est pas foufou, et encore, faut aimer ça. Mais vraiment, donc moi j'étais désemparé, donc on achetait des cheddar en cubes vraiment infâmes qu'on mettait avec des lentilles, et on s'était vraiment un succès d'année pour se dire, bon, je mange un peu de fromage, quoi. En revenant de ce voyage, je me dis, c'est quand même bizarre, je vais taper sur le site de Pôle emploi, fromager. Je tape sur voilà, fromager, et là je tombe sur une annonce pour une alternance à Paris pour devenir crémier fromager dans le 7e arrondissement. Et en parallèle, j'avais une proposition pour être juriste dans un point d'accès en droit à la maison d'arrêt de Nanterre. Je passe un entretien le même jour à Paris, donc le matin pour point d'accès au droit à Nanterre, l'après-midi pour être crémier fromager dans le 7e. Il y en a un pour lequel j'étais stressé, l'autre j'étais pas du tout. Pour juriste, j'étais pas du tout stressé, et pour crémier, j'étais vraiment une loque, vraiment en stress, en sueur. Je suis pris pour les deux, je suis ravi, sauf que maintenant il faut un choix s'opère, et donc de fait, je me dis, où vais-je? Il y a un métier qui me prend au bide, que je ne connais pas, et qui suppose de se former, et l'autre où je le connais, ça va être chouette, ça va me plaire, mais j'ai pas
j'ai pas ce petit mouvement où je me dis: «Allez, on y va, juriste», quoi. Je me dis plutôt: «On va vers l'inconnu, go, on va faire, crémier». Et c'est comme ça que je commence le parcours de crémier en alternance dans une fromagerie dans le 7e arrondissement de Paris. Et alors, des grandes découvertes? Et alors, grande découverte, donc c'était dans une fromagerie avec une personne qui venait d'ouvrir son magasin, donc c'était en 2013, c'était en septembre 2013. Et j'ai découvert une exigence de travail qui était à la hauteur de mes espérances, parce que j'avais quand même à cœur de faire ce métier, mais de le faire correctement. Mais on n'avait pas le même caractère avec cette personne-là, donc ça n'a pas marché entre nous, c'est pas grave. La vie est faite comme ça, c'est quelqu'un de très professionnelle, très pertinente sur le choix des fromages, etc. Mais moi, moi ça n'a pas marché, ça n'a pas collé. Donc je suis parti de cet établissement pour aller dans un autre où c'était pas l'exact opposé, mais en tout cas c'était une autre découverte. C'est important, je pense, de le dire aussi, le côté, je me suis engagé dans cette voie, je me suis planté, mais il faut pas se dire mince, j'ai raté, en fait c'est pas pour moi, faut que tout de suite je tombe de cheval, mais en fait c'est bon, je retourne sur mon ancien baudet, quoi. Non, je me suis dit bah je sens que ça me plaît, mais c'est pas avec la bonne personne, et c'est pas grave, c'est juste dans la vie, il y a des personnes avec qui ça colle, il y en a avec qui ça colle pas. Je suis allé dans une crèmerie où c'était assez particulier puisque c'est un caviste qui l'a créé, un caviste qui était donc dans le 13e arrondissement, Fabien, qui lui avait sa cave et avait acheté un local un peu plus loin où il proposait du vin et du fromage. Il avait une personne qui s'occupait du vin, qui était très compétente, mais qui connaissait rien au fromage. Donc moi, je suis arrivé, j'ai débarqué dans cette fromagerie où j'ai dû tout faire de A à Z. Donc c'était super parce que c'était en autodidacte et extrêmement, comment dire, terrifiant comme perspective, puisqu'on est début décembre, et début décembre, ça veut dire que dans 3 semaines, c'est Noël, qu'il ne faut pas se planter, et que concrètement, j'ai une boutique à monter de A à Z en 2 semaines. Génial. Moi, je trouvais ça extrêmement stimulant, mais à la fois aussi terrifiant. Grosse pression. Ouais, grosse pression, mais trop bien. Enfin, moi, je trouvais ça vraiment très chouette. Et puis la chance que j'ai eue, c'est d'être aussi dans un parcours d'alternance, c'est-à-dire que j'étais une semaine en boutique, une semaine dans un centre de formation, qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années, qui s'appelle le CIFCA, et qui forme justement les crémières et les crémiers à ce métier. Au sein de ce centre, évidemment, rencontrer des formateurs, des formatrices qui étaient extra, et aussi d'avoir un groupe. Le groupe, moi je me suis beaucoup appuyé sur le groupe parce que le groupe fait que chacun avait des boutiques différentes, des façons de faire différentes, une approche qui me correspondait plus ou moins, mais j'ai un peu pioché à droite à gauche. Et c'est aussi très important d'avoir ce groupe pour ne pas se sentir seul. Et dans ce groupe, on était tous des reconvertis. Ça s'est très bien passé dans cette fromagerie. J'y suis resté 2 ans. La 2e année, j'ai enchaîné avec une formation dans le vin, là-bas, parce que aussi, je voulais avoir cependant aussi un peu Toujours au CIFCA? Toujours au CIFCA, ouais, parce qu'il y a une formation crémier, une formation aussi caviste, puis une autre aussi fruits et légumes. La formation crémier, normalement, elle dure 1 an? Oui. Ok. En 9 mois, quoi, septembre à juillet. Ouais. Et pareil, j'ai enchaîné donc avec celle de caviste, donc ça c'était pareil, très enrichissant, mais ça m'a permis aussi de savoir que le métier de caviste, je trouve ça très chouette, mais c'est pas un métier qui me convient parce que c'est pas mon rythme. En 2015, j'ai rejoint donc Benoît qui travaillait déjà ici à la fromagerie Escudier, rue Escudier. Mais Benoît, tu le connais d'où du coup? Et Benoît, je l'ai rencontré donc pendant la formation au CIFCA de Crémier. Lui, il a fait aussi cette formation. Lui, il avait un parcours où il avait fait une école de commerce, il avait bossé, il avait fait des stages aussi dans des grosses boîtes. Et c'était typiquement l'archétype de la personne avec qui j'aurais jamais imaginé passer plus d'1 heure dans ma vie. Et aujourd'hui, ça va faire 10 ans qu'on est associés ensemble, engagés, mariés. Et c'est le parrain de mon fils. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Et on a cette joie d'être complètement différents, de ne pas avoir du tout les mêmes styles, de ne pas avoir les mêmes vies. Et pour autant, on se rejoint sur beaucoup d'aspects perso, mais aussi sur l'aspect pro dans l'engagement auprès d'une boutique. Donc c'est aussi ça que je trouve intéressant dans ces métiers de bouche, dans les métiers de fromage particulièrement, c'est que c'est des choses qui rassemblent à un moment où dans notre société, tout est fait pour diviser beaucoup et de nous segmenter en disant « oui, mais toi, t'es à droite, donc tu penses comme ça, toi, t'es au centre, tu penses comme ça, toi, t'es à gauche, tu penses comme ça. » Moi, je trouve qu'au moins, la table, l'aliment, c'est une chose, on est tous autour de la table et puis on papote. Donc, en fait, les choses se font assez rapidement, finalement.
Une fois que tu as pris la décision de changer de voie et que tu as trouvé cette voie de la crèmerie fromagerie, les choses s'enchaînent. 1 an, 2 ans, et associé directement dans la boutique? Non, en fait, Benoît, lui, donc moi j'ai rejoint la fromagerie Escudier en 2015. Benoît, il y était depuis qu'il avait changé de voie, donc depuis 2013. Ça faisait 2 ans qu'il y était. Et lui, il était présent dans cette boutique pour une raison toute simple, c'est que sa compagne, à l'époque, était la fille du fromager, du patron. Donc c'était son beau-père, en fait, le patron. Monsieur Cellier. Monsieur Cellier, Dominique Cellier, il a eu un rôle très important pour nous deux. Il nous a formés, il nous a transmis le savoir des anciens, leur rigueur, leur engagement au quotidien en magasin. Ça, c'est vraiment quelque chose où Monsieur Cellier, j'en suis éternellement redevable. Et puis, on est encore, Benoît et moi, on est encore en contact avec lui assez souvent, puisque c'est quelqu'un qui est passionnant, qui adore ce métier et qui a fait beaucoup pour ce métier. Donc ça, c'est en 2015, et de 2015 à 2017, moi j'ai travaillé donc rue Escudier avec Benoît, et en 2017, on a fait le choix d'ouvrir un deuxième point de vente, toujours à Boulogne, mais rue du Point du Jour, là où on est aujourd'hui. Et la boutique rue du Point du Jour, elle est donc née en septembre 2017, et là l'idée c'était de proposer une crèmerie dans un quartier à Boulogne où il y avait moins d'offres alimentaires. De 2017 à 2023, on a travaillé beaucoup, on ne s'est pas lancé dans d'autres projets. En 2023, on en a eu 2 qui sont arrivés coup sur coup. On s'est associé avec un de nos salariés qui a travaillé ici, qui s'appelle aussi Augustin, et un autre ami qui est crémier dans Paris, pour reprendre une fromagerie historique rue des Martyrs dans le 9e, la fromagerie Châtaignier. Ça s'est fait tout juste là au mois de mai. Et on a aussi, au mois d'avril, donc juste avant, eu la possibilité de prendre un local commercial dans la rue, juste à côté de nous, rue du Point du Jour, pour ouvrir une cave. Donc là, c'est aussi quelque chose où ça permet d'avoir un alignement des planètes, où finalement on se rend compte que oui, les choses peuvent se faire vite ou pas. Tu dis je suis crémier, je suis fromager. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que est-ce que les mots sont aussi interchangeables que ça, ou est-ce qu'il y a tout de même une différence? Nous, on est assez à cheval là-dessus. On est des crémiers. On peut dire juste crémier ou crémier fromager. Mais en tout cas, moi, je dis pas, je suis fromager. Pourquoi? Fromager, fromage, la racine de ce mot-là, c'est forme. C'est former quelque chose. À partir du lait, je forme un produit. En italien, on a gardé ce mot-là. En italien, on ne dit pas fromaggio, on dit formaggio. Donc c'est vraiment, je donne une forme au lait. C'est pas moi qui le fais, ça. Ça, c'est des femmes et des hommes qui travaillent d'arrache-pied, qui font ça quotidiennement avec leurs animaux, s'ils sont paysans, fermiers, avec leurs animaux, leur fromage, et ils nous envoient, nous, au mieux, on peaufine leur travail un peu en cave d'affinage, mais on le peaufine. Alors qu'à un moment, moi je ne m'estime pas être un affineur de fromage. Affiner, c'est rendre fin, c'est prendre un produit brut et le rendre fin. Moi je le peaufine, au mieux. Et ça, expliquer ça aux gens, c'est aussi une partie importante de notre métier qui est dans la pédagogie, puisque, encore une fois, rentrer dans une crèmerie, que ce soit une boutique sédentaire ou que ce soit sur des marchés, sous des halles, peu importe, c'est aussi toute une habitude de faire ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir le contexte social, familial, où on a l'habitude d'aller faire ses courses quelque part, qu'on ne fait pas tout au supermarché, à l'hypermarché. On va déjà dans un endroit dédié à la gastronomie. C'est déjà un parcours pas évident, tout le monde ne l'a pas. Donc quand on a la chance d'avoir des clients qui viennent chez nous, il faut aussi parfois faire acte de pédagogie. Ils nous disent « Ah oui, mais vous avez plus de Pont-l'Évêque ?» Je dis « Bah non, j'ai pas de Pont-l'Évêque parce que la famille Martin, là, il n'y a pas beaucoup de lait, donc ils n'ont pas pu nous envoyer beaucoup de fromage. » Il y a une telle déconnexion entre qu'est-ce que c'est qu'un produit, comment il est fait, à quel point il est sensible, et sa réalité dans l'étal. Parfois, les gens ne réalisent pas que oui, les fromages, ça nécessite du temps, de l'attention. Et donc, c'est très important aussi de parler de qu'est-ce que c'est que passer de l'herbe au lait, au fromage. Gérard Petit, il a été meilleur ouvrier de France en 2004, meilleur ouvrier de France classe crémier fromager. Il avait cette parole qui était « Vous devez tout savoir, mais vous ne devez pas tout dire ». Et il a raison, c'est-à-dire que moi, je dois tout savoir sur mes produits, je dois tout savoir sur mes producteurs, mais en revanche, je ne dois pas tout dire tout le temps à mes clients, parce qu'ils n'ont pas forcément envie.
En revanche, quelqu'un qui pose une question, mais dites-moi, pour rester sur le Pont-l'Évêque, les Martins, ils ont quoi comme race de vache? Ah bah, vous faites bien poser la question, ils sont passés en 100% vache normande, ils sont intégralement à l'extérieur, en prairie naturelle, ils font leur... Ça, je dois le savoir. Et ça vient d'où? Alors, ça vient de Bourgeauville, juste à côté de Glanville, c'est à 15 km de Lisieux. Ça, je dois savoir le dire. Si on revient au moment où justement il y a eu ce changement de parcours, ce déclic, comment ont réagi tes proches? Famille, amis, parce que c'était un peu radical tout de même. Oui, complètement. La réaction, elle a été assez extraordinaire. Donc de la part de ma mère, elle a été surprise, puisqu'évidemment, faire du droit, c'est aussi un engagement pour elle financier, c'est pas forcément évident. Je viens d'un milieu où j'ai jamais manqué de rien, mais on roule pas non plus sur l'or. Donc c'était pas du tout évident à comprendre, mais elle a senti que c'était quelque chose qui m'appelait. Marion, elle a accueilli ça avec joie, puisque elle aime bien ça le fromage, et elle était contente elle voyait que je m'éclatais là-dedans. Et puis après, dans le cercle d'amis, c'était toujours un peu la curiosité de ok, mais pourquoi faire ça? Et très vite, en fait, les gens se sont aperçus que je prenais beaucoup de plaisir, que c'était très chouette, ça suscitait de la curiosité, et que en 2013, il n'y avait pas encore ce mouvement qui existe depuis quand même maintenant quelques années sur les reconversions. C'était un peu plus inédit comme changement. Et donc, de la curiosité, de l'enthousiasme, et puis vraiment, moi, je m'éclatais tellement là-dedans que non, c'était évident c'est plutôt bien passé. C'était plutôt bien passé. Même si ça n'a pas été évident avec un cercle familial un petit peu plus large, où je sentais une espèce de... Comment dire? Des gens qui avaient leurs parents qui avaient été commerçants ou quoi, et qui me disaient mais tu ne te rends pas compte dans quoi tu t'embarques, pourquoi tu gâches tes études, c'est un métier qui peut être avilissant, tu vas plus avoir de vie, etc. Ce qui peut être aussi une réalité, mais quelque chose qui était quand même plus négatif et qui était une espèce d'avertissement. Et là, ça a été plus délicat puisque moi, c'était concomitant avec le moment où ça se passait mal dans la première crèmerie. Donc je me suis dit, bon, alors, j'ai pas fait le bon choix de crèmerie. En plus, ma famille me dit que je vais devenir stupide et que c'est un métier avilissant dans lequel je vais perdre ma vie et mon temps. C'était un peu rude. Pas non plus se voiler la face, hein. Il y a des moments de doute où on se dit, mais pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi je fais ça et pourquoi je fais pas comme tout le monde? Et je me dis, bon, j'ai fait mes études, je dois le faire. Mais encore une fois, je pense qu'il faut vraiment se faire confiance, s'écouter, et si on prend plaisir à quelque chose, et on se dit, je suis tombé de cheval, j'y retourne, je donne une deuxième chance, donner sa chance au produit et se dire, je vais voir si ça me plaît. Est-ce que tu as eu l'impression de devoir vraiment rechercher les moyens de faire coïncider ou de pouvoir mener ce changement et de maintenir une vie perso, familiale, amicale? C'est quelque chose qui est très lourd. C'est quelque chose qui est très lourd, qui est très difficile. À partir du moment où on a le souhait de le faire à 100% et de lancer une boutique. Moi, ma vie perso, lorsque j'étais salarié en boutique à 40 heures par semaine, oui, c'est du boulot, oui, c'est le week-end, oui, c'est physique, mais ça va. Je veux dire, on a 2 jours, 2 jours et demi, 3 jours en fonction des emplois du temps de temps off. Alors c'est en décalé, ça va être le lundi, ça va être machin. On arrive quand même à sortir à 25 ans, 30 ans, on peut quand même sortir jusqu'à quelques heures, ça dépend du métabolisme de chacun, mais on peut s'en remettre à peu près correctement. L'important, c'est d'être présent au boulot, être efficace. Donc ça va. Ça va. Le fait de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, chose que je n'aurais jamais faite sans Benoît. Pour ça que rencontrer les gens, c'est aussi important. Moi, c'est pas dans mon caractère, je suis pas un entrepreneur. J'ai plus un caractère de suiveur. Et Benoît, il a plus cette énergie d'entrepreneur. Et parce qu'on s'est bien trouvé, parce qu'on on s'est lancé dans la fromagerie du Point du Jour, ça marche, nos caractères fonctionnent, et je me suis engagé à 200% ici. Là, c'était dur. C'est-à-dire que personnellement, qui plus est, j'habitais loin de mon lieu de travail, donc j'avais beaucoup de transport. C'était des journées qui pouvaient s'étaler du premier métro à 5h30 à rentrer chez soi à 21h30 avec une coupure de 3 heures au milieu en restant sur son lieu de travail.
et à dormir par terre à côté des frigos. Bon, là, ça fait un peu Cosette et tout ça. Mais c'était des choses où, oui, c'était dur, mais c'est parce que c'était mon entreprise dans laquelle j'étais associé. Euh, donc ouais, c'était très dur, personnellement. Dans notre relation avec Marion, c'était pas non plus évident parce que ça voulait dire beaucoup, beaucoup de boulot et que on se voyait pas, on partageait peu de choses. Quand je rentrais, j'étais fatigué, c'était bonjour, bonjour, au revoir. Donc oui, c'est pas facile. Donc on a mis en place des mécanismes où on est allé vivre plus près du lieu de travail pendant un temps. Et puis après, j'ai eu la chance que ça fonctionne, qu'on puisse constituer une équipe, que cette équipe-là, ça me permette de sortir un petit peu la tête de l'eau, et que j'ai toujours du boulot, mais qu'il y a un boulot qui peut être fait en magasin, mais pas que. Je peux faire aussi à la maison. Et donc ça permet de s'organiser différemment. Et ça, c'est sûr que se lancer dans une boutique, il faut être conscient qu'on a un tunnel qui dure plus ou moins longtemps en fonction de ses capacités, en fonction du succès de l'entreprise. Mais c'est sûr qu'on a un tunnel, je dirais comme ça, au doigt mouillé, on a au moins 2-3 ans de tunnel, quoi. En 2020, le Covid frappe à la porte des frontières de l'Europe et bouleverse quand même pas mal nos habitudes. À quel moment de ton histoire le Covid intervient et quel est son impact sur ton activité? Nous, le Covid, ça a été absolument génial. Vraiment. Le Covid, ça a été génial dans une perspective toute simple, c'est qu'on a travaillé. On a travaillé, alors, il y a eu du monde. Les gens se sont rappelés qu'il y avait des commerces de bouche à proximité, qu'on était un motif de sortie. Donc ça, c'est qu'on avait ce rôle-là. C'est vrai. Quand je dis c'est incroyable, ça peut être un peu violent comme formule parce qu'évidemment, il y a eu des gens qui ont été malades, il y a des gens qui en sont décédés du Covid. Mais là où moi j'ai trouvé ça incroyable, c'est qu'il y avait une notion de respect et d'attention. C'est ça que j'ai trouvé très agréable. C'est-à-dire que les gens ne nous voyaient plus comme un acquis. Ils prenaient conscience qu'il y avait des commerces de bouche. Il y avait des gens qui se levaient le matin, qui prenaient ce risque de les servir. Les gens étaient contents de venir nous voir. Ils faisaient 1 heure et demie de queue. Ils s'en fichaient, ils étaient dehors. Ouais. Aujourd'hui, les fromageries fonctionnent bien. Est-ce que tu pourrais nous la décrire? Tu nous en as déjà pas mal parlé, mais là, si tu pouvais nous la décrire en quelques mots, ta fromagerie. Ma fromagerie, qu'est-ce que c'est? Nous, la fromagerie, on souhaite proposer des fromages que tu ne trouveras pas forcément ailleurs. Nous, on a réuni ça sous le vocable de fromage sauvage. C'est un petit peu cette idée des fromages qui sont au lait cru, d'animaux de race ancienne, fabriqués par des femmes et des hommes qui sont passionnés, qui essayent le plus possible de sortir leurs animaux. Ça, c'est vraiment notre philosophie, notre cœur. Après, pour autant, on n'a pas que ça comme fromage. Je ne veux surtout pas être étiqueté comme une fromagerie tête d'épingle et sectaire. On a aussi des fromages qui sont au lait pasteurisé, fabriqués de façon plus industrielle, c'est un grand terme, mais on va dire à plus grande échelle, parce que en fait, on n'aime pas tous les mêmes fromages, et je souhaite que les gens rentrent le plus possible dans ma fromagerie. Peut-être qu'ils vont commencer avec un fromage que moi j'estime être un peu fade, sans goût, fabriqué de façon à grande échelle, et puis petit à petit, ils vont aller vers des productions qui, à mon sens, ont plus d'authenticité. C'est ça pour nous le cœur de la fromagerie Escudier, c'est vraiment de proposer et des fromages d'auteur et des fromages plus grand public. On veut que les gens ils se régalent avant tout, et on est un commerce de proximité, on est un commerce de quartier, on est aussi très attaché à ça. On n'est pas là pour faire une chaîne, je suis pas là pour ouvrir 300 points de vente, c'est pas mon but, on fera jamais ça avec Benoît, nous on a à cœur ça s'intègre dans un quartier, vraiment. Il n'y a pas que la fromagerie dans ta vie professionnelle. Déjà depuis quelques temps, tu as publié 2 ouvrages sur les fromages. Envie de les défendre encore plus? L'envie d'écrire un livre, c'est assez étrange, le cheminement pour en écrire un. J'ai jamais rien écrit, à part des mémoires à la fac, c'est tout. Administratives. Des notes administratives. J'ai jamais rien écrit, et c'est simplement que lorsque je cherchais des livres sur le fromage, il y avait plein de choses passionnantes, mais qui ne me correspondaient pas. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer des producteurs et des productrices qui sont incroyables, d'échanger avec elles et avec eux, et cet aspect patrimonial du produit, cet aspect enrichissement du paysage, je ne le retrouvais pas dans les bouquins. Je trouvais que ça faisait très carte postale. Je me suis dit, pourquoi pas en faire un, parce que c'est très bien de critiquer, mais
Vas-y mon gars, en fait, prends ton ordinateur et écris quelque chose. Donc j'ai cassé ma tirelire, je me suis acheté un appareil photo hors de prix, et je me suis dit, je vais aller faire des photos chez un producteur, Nicolas Guérin, qui est éleveur en Bretonne Pinois à côté de Nantes, qui est un ami. Je vais aller faire des photos chez lui, puis et banco, je vais faire ensuite un bouquin. Parce que je voulais aussi que ce soit pas seulement du texte, je voulais qu'il y ait aussi l'aspect visuel. Puis à la fin de mon séjour, Nicolas me dit: «Ah mais en fait je suis trop bête, j'ai oublié de te dire, il y a un gars qui était venu faire des photos il y a 6 mois pour un chef qui s'appelle Éric Guérin, qui a la mare aux oiseaux qui est étoilée. Il est venu faire des photos, j'ai oublié, il faut que je te les montre.» Il me les montre, et là je découvre le travail d'Erwan Balança. Je regarde ces photos, je vais me coucher, et là je maudis Erwan Balança. Je me dis, mais je le déteste ce gars. Les photos sont magnifiques, il y a cette poésie, il y a ces contre-jours, tout est incroyable. Vous n'arriverez jamais à faire ça, quoi. Donc le lendemain, je demande à Nicolas, je dis, mais est-ce que tu as son contact? Il est sympa ou pas, ce gars-là? Il me dit, bah ouais, je peux te retrouver, je vais essayer de trouver son numéro. Et voilà. J'appelle Erwan, et je lui dis tout le mal que je pense de ces photos, en lui disant, bah elles sont incroyables, bravo, enfin on se connaît pas, mais... Et là, je tombe sur quelqu'un de génial, adorable, passionné, passionnant, et qui a un atout qui change la donne. C'est un dingue de fromage. C'est un gros dingue de fromage. Lui et sa femme sont fous de fromage, Cécile. Et donc, il me dit, bah, vas-y Banco, là je dois partir faire un reportage, parce que lui il est spécialisé dans tout ce qui est animaux sauvages. Il me dit, je dois aller partir faire un reportage à Bornéo sur des orang-outans ou quoi, je reviens dans un mois et demi. Je dis, bah très bien, envoie-moi les photos que tu as fait de Nicolas pour le chef Éric Guérin, envoie-les-moi, je vais essayer de faire un avant-projet pour un éditeur. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je fais un projet pour les éditeurs, j'envoie ça. Erwan revient au bout d'un mois et demi, il me dit, du coup, ça donne quoi? Je lui dis, bah, on a 2 réponses positives d'éditeurs. Il me dit, Augustin, j'ai jamais vu ça. Il dit, les éditeurs, d'une part, soit ils mettent 3 plombes et ils te disent non, mais avoir 2 éditeurs qui sont intéressés, j'ai jamais vu ça. Je rencontre donc Antoine et Lila des éditions Ulmer, des gens pareils, simples, sympas, passionnés, passionnants. Et je dis à Erwan, bah écoute, moi je trouve qu'ils sont cool. Il dit, banco, on y va. Donc ça se passe en 2019, et Erwan va faire, on l'accompagne chez les Ossiniri, donc qui sont des producteurs de fromage de brebis. Marion et Manu qui sont dans le Béarn, on l'accompagne, donc Benoît et moi, là-bas pour faire les photos. Super rencontre. Je rencontre pour la première fois Erwan, alors que je l'avais jamais vu je l'avais jamais eu seulement au téléphone. Donc je le rencontre pour la première fois, un homme charmant, voilà, enfin extraordinaire. Le courant passe bien, il fait des photos incroyables. Il est ensuite allé chez 5 autres producteurs avec qui on travaille. Et c'est comme ça qu'est né Fromage Sauvage, qui est donc sorti en 2020 chez Ulmer. J'ai encore des frissons, rien que le fait de le raconter. On a fêté la sortie du livre chez Éric Guérin, donc le restaurateur qui est un peu à l'origine de tout ça, grâce aux photos qu'il avait commandées à Erwan. Indépendamment de sa volonté. Ouais, c'est ça. Et donc on a fêté tout ça chez Éric Guérin, et on a passé tous un très bon moment avec Erwan, et puis Nicolas et sa femme Marika aussi, productrice de fromage. Donc vraiment c'était quelque chose où c'était ça l'essence de mon métier. La façon dont je le vois, c'est de créer ce lien avec un photographe, des producteurs, un cuisinier, un crémier, des gens qui vont acheter ce livre. Enfin ça, c'était une très grande fierté. C'était une très grande fierté de faire ça. Et puis ce qui est le plus fort, à mon sens, on a fait quelques rencontres avec Erwan, avec du public. Et ce que j'ai trouvé le plus incroyable, c'était d'avoir des gens qui me disent, bah écoutez, moi ce livre-là, il m'a fait redécouvrir le fromage. Il y en a certains qui m'ont dit, bah mes gamins, ils regardent ce livre tous les soirs comme une espèce d'histoire visuelle. Et puis d'autres, on a accueilli une jeune femme ici qui a changé de vie parce qu'elle avait lu le livre, quoi. Ouais, c'est extraordinaire. Et il y a ensuite un deuxième livre. Et deuxième livre, donc celle-là, les éditions Ulmer, ils ont trouvé ça très bien, le bouquin a marché, et ils ont eu aussi à cœur de lancer une édition une collection qui était pas plus grand public, mais en tout cas peut-être plus accessible, sur d'un format plus petit, un coût moindre, et qui était vraiment qu'est-ce que c'est que le fromage, comment on fait un plateau, il y a quoi comme accord, comment on le fabrique, enfin quelque chose qui était plus pratique, un peu façon que sais-je.
Et donc ça, ouais, non, ça pareil, c'était un chouette moment de faire ça. Mais vraiment, j'ai pris goût à ça d'écrire, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ces deux ouvrages. Et puis là, peut-être, il y a un projet BD, mais qui va être davantage sur, ça rejoint un peu le thème d'aujourd'hui, sur qu'est-ce que c'est que la reconversion, qu'est-ce que c'est que se reconvertir, mais dans le milieu paysan, en suivant le parcours d'une jeune femme qui vit ce moment-là. Selon toi, quels sont les traits de ta personnalité qui t'ont aidé en fait dans ce parcours? Je suis pas quelqu'un de très persévérant. Je suis pas du tout persévérant, c'est pas dans mon caractère. Sauf quand j'aime bien ce que je fais. Et là, j'aime bien ce que je fais. Donc ça fait 10 ans. Euh, ça a pu m'aider d'avoir cet aspect complètement peut-être émotif, émotionnel, je sais pas, mais en tout cas, ça a été un vecteur, ça a été un moteur important pour moi, c'était justement d'emporter cette émotion et d'utiliser le fromage comme un véhicule pour transporter cette émotion que j'ai pu vivre, que j'ai pu ressentir chez les productrices, les producteurs. C'était ça qui était assez important. Du romal aussi, c'est de se dire que bah, ouais, j'aime bien me lever tôt, j'aime bien bosser, j'aime bien taper dedans, enfin taper dedans dans le sens où j'aime bien voilà, que cravacher, moi ça me dérange pas. Poser mon cerveau aussi, parce que on est dans un métier où il faut penser à beaucoup de choses, mais l'aspect manuel, je suis quelqu'un qui est absolument pas manuel, mais pour autant, bah, de couper un comté, de filmer des fromages, de nettoyer une chambre froide. Bah, moi, j'ai travaillé depuis que j'ai 17 ans. Je travaille tous les étés à faire des boulots de manut, d'ouvrier, de machin. Et j'aime bien aussi ce truc-là de je peux penser à autre chose, je peux réaliser quelque chose concrètement, avoir cette satisfaction de le réussir, de bien le faire. Cool, ça j'aime bien. Ça j'aime bien et c'est peut-être ça aussi qui fait que tendre à ce que la boutique soit belle, à ce qu'elle soit accueillante, le côté aussi rencontrer avec les gens, le côté un peu théâtre et tout, j'aime bien ça. Quel est l'objet qui symbolise ton changement de parcours? L'objet qui symbolise mon changement de parcours. Je parlerai pas d'objet, je parlerai d'odeur. C'est-à-dire que je ne sens pas le fromage. C'est vrai? C'est ça qui est assez incroyable, c'est que je ne sens pas le fromage dans ma fromagerie. En revanche, la moindre odeur de fromage en dehors de ma boutique, sur les odeurs, sur les saveurs, j'ai vraiment j'ai développé une connaissance et une finesse que je n'avais vraiment pas avant. Donc pas un objet, plutôt un sens. J'ai pas un objet qui symbolise ça particulièrement. Oui, dans l'absolu, ce serait peut-être le livre, parce que le livre, le fromage sauvage, il symbolise aussi ce trait d'union entre et le parcours universitaire et le métier de crémier, parce que écrire, j'aime bien ça, faire des recherches, j'aime bien ça, faire des notes de battage, je trouve ça passionnant. Donc j'aimais bien ça dans mon parcours universitaire, et j'aime bien le fromage. Donc le lien entre les deux, ce serait le livre fromage sauvage. Mais je trouve que le sens de l'odorat et le goût, ça s'est développé de façon vraiment importante. Quel est le morceau de musique qui t'a accompagné du coup durant ce parcours? C'est amusant parce que il y avait un morceau de musique que j'écoutais beaucoup pendant ça me fait penser à ça, pendant la rédaction du livre. C'est un morceau de musique qui s'appelle Maggot Brain et qui est une musique qui dure très longtemps, qui est assez rock, soul en même temps, et je l'ai pas écouté, ça va faire 5 ans que je l'ai pas écouté. Enfin 5 ans, bah non, parce que ça fait 3 ans que je l'ai pas écouté depuis le bouquin. Mais c'était quelque chose où c'était vraiment une plongée dans un état assez extatique et d'apaisement. Et je pense que c'est aussi ça, en fait, c'est aussi ça la nourriture. C'est que ça nous plonge dans un état je prends un plaisir simple. Pour revenir à ce que je disais au début, on forme du lait. C'est que du lait. Et c'est du lait. C'est à la fois pas grand-chose et extraordinaire. Mais en tout cas, parce qu'il y a un produit qu'on a sans cesse eu à cœur d'améliorer pour arriver à quelque chose, à un bon fromage. C'est ça que je trouve beau.
Parce que l'aliment du fromage, il ne faut pas oublier que c'est un aliment qui, à la base, est un aliment paysan, populaire et nourricier. Je suis très content de ne pas proposer un plat principal. Nous, oh, j'ai plus faim. Ah, j'ai plus faim. Le plateau de fromage arrive, bah, je vais en prendre un peu. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial qu'on déclenche le oh oui, c'est tellement bon. Ouais. Ça, je trouve ça chouette. Parce on est passé d'un aliment nourricier, indispensable aux paysans, à un plaisir. Coupable, pas coupable, mais un plaisir. C'est magnifique. De se dire moi, je ne suis pas indispensable à la société. Demain, il n'y a plus de crèmerie, la société elle fonctionnera. Mais ça n'aura pas la même saveur. Est-ce que tu regrettes quelque chose de ton ancienne vie? Alors, non. Et oui. C'est-à-dire que non, je regrette pas. Je suis très content de mon parcours, je suis très content de mon métier de crémier. J'aime beaucoup ça. Ce que je regrette de mon ancienne vie, c'est peut-être ce que je vois au quotidien avec Marion, et dont je suis vraiment admiratif, c'est le fait d'accompagner les gens, de les aider concrètement et d'avoir ce rôle dans une société qui est de plus en plus qui divise de plus en plus, quoi, et qui vraiment, elle travaille particulièrement dans tout ce qui est un peu droit des étrangers, et puis vraiment de plus en plus dans l'exclusion. Moi j'ai quand même un point de vue, enfin un travail où je m'adresse à une clientèle qui a la possibilité d'acheter, je vends ce fromage, je véhicule des notions paysannes, etc. C'est très chouette, je suis très content de ça, mais parfois ça me manque aussi de me dire j'aimerais bien me confronter un peu plus et filer un coup de main en fait aux gens qui en ont un peu plus besoin. Et pour autant, je sais que je ne pourrais pas le faire à 100%. Donc c'est pour ça que c'est non, oui, mais c'est quand même plus non, je suis très content de ce que je fais. Est-ce que tu utilises des acquis de ton ancienne vie ou de ta formation actuellement? Ouais, le fait de réaliser des études, ça nécessairement, surtout les études de droit qui, elles, forment bien l'esprit ou le déforment, c'est selon, mais ça oblige à une certaine rigueur, ça oblige à une certaine façon de rédiger. J'aurais jamais pu écrire un bouquin si j'avais pas appris à écrire et à travailler en faisant des dissertations, des mémoires, tout ce que tu veux. Ça, ouais, si, ça c'était assez indispensable. Et puis après, sur l'aspect juridique, c'est toujours important. Enfin, c'est vraiment des études qui sont tellement la matière, la substance est importante, mais c'est vraiment la mise en forme, la méthodologie qui est essentielle en droit, quoi. Parce que faire du droit, si tu comprends pas la méthode, tu n'arriveras jamais à rien, en fait. Donc c'est ça qui est indispensable. Donc oui, ça me sert au quotidien. Ça me sert pas à ouvrir une meule de comté, ça c'est sûr, mais ça me sert dans l'aspect plus, on va dire, un peu bureau administratif du métier. Est-ce que tu dirais qu'il est plus facile de changer de vie à 30 ans ou à 50 ans? Je sais pas, moi je l'ai fait à 25 ans, mais en tout cas, changer de vie à 50 ans, c'est autre chose. J'ai rencontré au cours des formations des gens qui avaient 50, 55 ans et qui devenaient crémiers fromagers. C'est très bien, ça dépend encore une fois de chacun et ça dépend de... Le plus important, pour reprendre l'expression de Johnny, c'est l'envie d'avoir envie. Enfin, c'est ça qui est le plus important, c'est de se dire qu'est-ce qui me meut. Comment je fais pour avancer, qu'est-ce qui me fait avancer, il est où mon moteur en fait. Si mon moteur c'est de donner du plaisir aux gens, de les voir sourire, leur mettre des étoiles dans les yeux en leur vendant du fromage ou de la viande ou peu importe, c'est ça, il faut suivre ça en fait. Il faut suivre ça, c'est simplement on peut pas passer son temps à être malheureux, on peut pas passer son temps à être au boulot et à se dire ça sert à rien, mais en même temps j'ai une bonne paye. Et donc le confort c'est la pire des choses. À partir du moment où on est dans le confort, on est dans le conformisme et on est dans un truc qui nous détruit. Qu'est-ce que t'a apporté ce changement? Ce changement, il m'a apporté une ouverture à la réalité agricole que je n'avais pas. Je viens pas d'un milieu agricole, mes grands-parents étaient vignerons, mais je les ai très peu connus. Et le domaine après a été vendu, mais j'avais pas du tout cette conscience-là. Faut pas oublier qu'il y a 100 ans, il y avait quand même 80% de la population qui était paysanne. On a tous ce lien avec le sol, avec la terre,
que les questions qui sont actuelles autour de l'appropriation de l'eau, l'appropriation de la terre, tout ce que soulève notamment le soulèvement de la terre, enfin plein d'organisations militantes, c'est essentiel. C'est essentiel parce que tout ça c'est du commun et que ça ne peut pas être approprié. On peut pas s'approprier le vivant, on peut pas tout monétiser et que ces choses-là, le fromage a été pour moi un fil que j'ai tiré et qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur le milieu agricole. Pas tout, évidemment, loin de là, j'aurais jamais cette prétention. Euh, ça m'a permis de comprendre que le sol, la terre, le fait que cette mince pellicule qui fait que quelques centimètres nous différencie d'une planète Terre avec de la vie des autres du système solaire. Et c'est 5 centimètres. Et ça change tout. Moi, je parle davantage de conversion. Parce que reconversion, ça voudrait dire qu'on a déjà, on a déjà embrassé une voie par choix. Souvent, les gens que j'ai pu rencontrer, peut-être toi aussi, les gens que tu as pu interviewer, finalement, ils n'ont pas forcément embrassé par choix la première mouture de leur vie. Ça a souvent été un cheminement qui a été imposé doucement, plus ou moins doucement, enfin, vraiment quelque chose de doux. Et ce mouvement doux vers un premier métier, finalement, à un moment, on va avoir cette rupture. Donc moi, ça a été l'Écosse, de me dire, en fait, le fromage, j'aime bien ça, machin. D'autres, ça va être une odeur, de se dire, en fait, l'odeur de la bergerie, je trouve ça génial, donc je veux devenir paysanne. D'autres, ça va être une rencontre avec quelqu'un. Nous fait basculer vers une reconversion. Pour ça, moi, je parle plutôt de, non, en fait, c'est ça ce qui t'a permis de te convertir, c'est ça qui t'a permis d'embrasser quelque chose qui te ressemble. Cette bascule, on l'a parce qu'on se dit, en fait, j'ai pas vraiment choisi ma vie. Non, c'est des structures sociales, personnelles, familiales, tout ce que tu veux, qui t'ont poussé vers quelque chose. Et là, tout d'un coup, tu dis, mais en fait, faut que je change. Faut que je sois honnête avec moi-même. Qu'est-ce que tu pourrais dire en conclusion aux personnes qui nous écoutent et qui rêvent de changer de vie ? Allez rencontrer du monde. Je vous dis pas, faites-le, changez de vie, c'est trop bien, c'est trop génial. Non, faut que ça vous corresponde. Faut que ça vous corresponde, c'est des moments, c'est des engagements. Encore une fois, il n'y a pas de réponse unique, mais allez rencontrer du monde. Allez papoter avec eux, écoutez des podcasts. Il n'y a pas de mon chemin n'est pas le vôtre. Mais en revanche, mon chemin vous permet peut-être d'aiguiller le vôtre. Et de fait, vous fera peut-être marcher, cheminer différemment, faire un pas de côté. Peut-être que ça durera qu'1 an, 2 ans, 3 ans et ça vous conviendra pas. Nous, on a rencontré des dizaines de gens qui sont venus chez nous et ça a duré puis ils ont arrêté. C'est pas grave. En fait, ce qui est important, c'est que faut accepter de se rater, de réussir. C'est pas grave. C'est juste la vie. À partir du moment où on fait de mal à personne, qu'on est content le matin quand on se lève, et qu'on arrive à manger à peu près à sa faim avec un toit au-dessus de soi, franchement, ça va. Hein. Merci beaucoup, Augustin. Avec plaisir. Merci à Augustin Denoux pour sa confiance et sa disponibilité pour cet échange. Merci à Arnaud Momenceau pour la qualité et la richesse sonore de cet épisode, du travail de pro irremplaçable. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Toutes les références évoquées par Augustin sont dans la présentation de cet épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Comme une évidence. Cet épisode vous a plu et vous avez envie de soutenir le podcast. Vous pouvez vous abonner sur la plateforme de votre choix et déposer vos commentaires accompagnés de 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence. Pour partager vos réflexions, vos réactions, poser des questions et même proposer des portraits, rendez-vous sur LinkedIn ou Instagram. Merci pour votre soutien.